Si on prend les entreprises qui sont concernées par le plan d'allocation des quotas en France, eh bien on s'aperçoit que 200 entreprises produisent plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre des entreprises du PNAC. Donc on a un nombre de gros pollueurs qui est relativement limité et à qui on pourrait tout à fait imposer une contrainte. On pourrait également revenir à l'idée de départ de Pigou et taxer. C'est-à-dire, à partir du moment où on met en place une taxe aux frontières pour rétablir cette concurrence réellement non faussée, et bien à partir de là, il est tout aussi logique de taxer les activités résidentes et de mettre en place une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, mais à mon sens aussi une taxe sur la production d'énergie pour ne pas favoriser outrageusement une activité comme le nucléaire par rapport à d'autres modes de production d'énergie. Et puis on a d'autres outils qui fonctionneraient très bien, comme par exemple le conditionnement des aides publiques. Aujourd'hui, en France, on donne 65 milliards d'euros d'aides publiques par an aux entreprises, et on les donne sans quasiment aucune contrepartie. Bon, c'est des choses, à partir du moment où on aurait un pouvoir politique fort et qui serait prêt à aller au front face au pouvoir économique et aux multinationales, ce conditionnement des aides pourrait tout à fait être mis en œuvre. Et puis, un autre levier qui montre bien qu'on a des possibilités d'action, c'est la commande publique. C'est-à-dire que les collectivités, l'État sont aussi des acheteurs, ils font aussi travailler les entreprises, et que cette commande publique représente, alors le chiffre est à peu près le même en France et en Europe, environ 15% du PIB. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, le levier économique que ça représente. Et encore une fois, cette commande publique, aujourd'hui, eh bien, elle se fait en prenant les prestations les moins chères et sans mettre la moindre contrainte environnementale et évidemment encore moins sociale. Et donc pour parvenir à faire tout ça, et je m'arrêterai là-dessus, en parallèle il faut évidemment lancer une nouvelle dynamique internationale. Des mesures de rupture ne peuvent pas s'envisager aujourd'hui dans le cadre de l'OMC et de l'Union européenne, donc ça renvoie évidemment au débat qu'on a commencé à avoir ce matin. Avant de faire des politiques alternatives, il faut peut-être faire sauter un certain nombre de verrous qui nous empêchent et qui nous empêcheront toujours d'imaginer autre chose. C'est le cas pour l'OMC et l'Union européenne. Mais c'est aussi le cas pour un texte comme le protocole de Kyoto qui nous a enfermés dans un cadre non seulement qui met des objectifs ridicules, mais en plus qui nous emmène dans une mécanique de financiarisation des accords au niveau international avec d'autres pays, mais sur des engagements qui soient complètement différents, des engagements en matière de baisse de la croissance matérielle, c'est-à-dire la croissance qui a un impact fort sur l'environnement. Après, la question du contenu de la croissance doit être posée. On peut certainement continuer à faire de la croissance, mais en répondant à des besoins sociaux, en ayant une croissance qui pèse beaucoup moins sur les ressources, qui a une empreinte écologique beaucoup moins forte. La relocalisation de l'économie, dont il faut également débattre, et des mesures, des parties de solutions qui peuvent être aussi qui peuvent se trouver dans la recherche, dans le progrès technologique évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de balayer ça aussi d'un revers à la main. Et donc, sur ces bases-là, se lancer dans des négociations pour trouver une autre plateforme que ce fameux protocole de Kyoto, que ce marché du carbone, et que cette mécanique qui nous entraîne toujours vers plus de libéralisme.